qu'est-ce qui est choquant, notamment pour les jeunes? Regardez le titre de la vente. Il s'agit d'un ensemble d'armes. Exceptionnel ensemble d'armes courtes africaines. Voilà. Maintenant, si vous regardez les photos de ces armes-là, vous allez voir qu'il y a un peu de tout là-dedans. C'est-à-dire que vous avez des ustensiles de cuisine, vous avez des outils agricoles, d'où proviennent tous ces biens qui seront vendus. Ils proviennent des pillages qui ont été faits dans la période de pénétration coloniale par l'armée française et par les officiers français. Le fait de nous brandir cela aujourd'hui et de venir nous narguer est complètement, parfaitement choquant. Bonjour Thomas Bouli. Oui, bonjour Peter Lema. Oui, bonjour Thomas. Oui, bonjour Bala Kone et bienvenue à Afrique Loire. Merci. Alors, depuis que l'Afrique s'est invitée par le biais du Centre de ressources Afrique Loire aux Journées européennes du patrimoine, nous avons appris beaucoup de choses. Le 23 mars prochain, 23 mars 2019, se déroulera une vente publique, une vente aux enchères, organisée par Salorge Enchères, organisation basée à Nantes et à La Baule. Pourquoi être contre cette vente? Vaste question à laquelle on peut répondre en 3 points. Nous sommes contre cette vente, d'abord parce qu'il s'agit du démantèlement des objets, des biens culturels africains, qui arrivent au moment où les négociations se font par rapport à la restitution. Donc il est anormal que les objets qui sont querellés soient vendus aux enchères pour être dispersés dans la nature. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui porte notre colère, c'est la manière dont les choses sont présentées. Donc nous parlons clairement d'apologie du colonialisme parce que c'est justifié, c'est rapide et c'est prise de guerre d'une certaine façon. Et puis la troisième raison, elle est tout simplement stratégique parce que dans cette affaire, la diaspora africaine a aussi des intérêts. Nous avons des enfants de la descendance ici en France. Nous sommes africains. Donc, pour nous, c'est un enjeu important entre nos ancêtres et notre descendance. Et jusqu'ici, nous avons respecté tout le monde. Mais là, pour la première fois, un acteur majeur du processus est en train de mettre tout le monde en difficulté. Alors, si je comprends bien, il y a plus de 300 pièces. Oui, il y a 328 pièces. Et dont les provenances sont d'où, à peu près? Alors, les provenances, d'après ce qu'ils nous disent, parce que c'est quand même à voir, la première vient de la collection de Savorgnan de Brazza. Vous voyez? Donc, Savorgnan de Brazza, qui est censé, par son officier, le caporal Mazier, avoir constitué une collecte, notamment en Afrique centrale. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source vient d'Alfred Testard de Maran. Et puis la troisième, c'est l'abbé Gardinier. Et bon, pour nous, tout ça, c'est factice, parce que vous allez remarquer que, et c'est ça qui pose vraiment problème, il faut que le public comprenne. Savorgnan de Brazza, c'est un officier français. Il était ancien de vaisseau. Sa mission au Congo, de 1975 à 1978, a été financée par l'État. Donc, sa collecte est faite, on nous dit, par le caporal Mazier, ça veut dire également l'armée. Et ce même Savorgnan de Brazza, lorsque le roi Léopold II de la Belgique lui a demandé de travailler pour lui, il a répondu clairement qu'il était officier français, qu'on n'avait qu'à s'adresser à son gouvernement. Donc nous, la première chose qui nous interroge, c'est pourquoi est-ce qu'on fait passer cette collection collectée par Savorgnan de Brazza pour de la provenance privée? Alors que tout le monde sait qu'en histoire, que la France a encensé
le travail que de Brazza a fait pour la création de l'Afrique équatoriale française. Lorsqu'il fait de bonnes choses, on l'encense, mais là, par rapport au pillage de nos biens, on nous fait croire que c'est une collection privée. Donc là, nous ne sommes pas du tout d'accord avec cela. Et je peux poursuivre pour la deuxième provenance, c'est même encore pire. Parce que dans leur présentation, ils oublient d'expliquer que Alfred Tétard de Marans est avant tout un commissaire de marine. Donc c'est également un officier français et qu'il était océaniste. Il a travaillé notamment aux îles Marquises, donc il était ethnologue. Et sa mission, je le note ici, il était chef de service administratif du corps expéditionnaire au Dahomey. Donc quelqu'un qui était censé organiser le corps expéditionnaire et est devenu également le chef de bande de cette rapine-là. Et là, c'est également l'armée. La troisième provenance, on nous parle d'un prêtre, l'abbé Gardinier, mais vous pouvez lire d'où viennent les collections de l'abbé Gardinier, par exemple. Et toutes les armes diverses qui figurent dans ce vestibule proviennent de l'expédition du Dahomey. Elles avaient été léguées par un officier ayant fait cette campagne à l'abbé Le Gardinier, alors curé de Sasto, puis ultérieurement curé de Molino, en Seine-Inférieure. Celui-ci, à sa mort en 1928, les légua au docteur Paul Chavigny. Donc, le protectorat de la France sur le Dahomey résultait des traités de 1841, 1858, 1868 et 1878. Mais quand on voulut l'exercer de façon effective, le roi Béhanzin s'opposa à l'établissement des Français. Voilà. Donc le roi Béhanzin s'était opposé à l'établissement des Français et ça a donné donc la raison pour faire la guerre au Bénin et puis pour piller. Bon. Donc vous comprenez que les trois sources qu'il nous donne sont déjà sujettes à caution, ont un dénominateur commun, c'est que c'est l'armée française, c'est-à-dire c'est l'État. Donc nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous ne comprenons pas que l'État français se taise aujourd'hui sur la dispersion, la stratégie de dispersion de ce patrimoine. Le fait de nous brandir cela aujourd'hui et de venir nous narguer est complètement, parfaitement choquant. Il faut, si on n'a rien à se reprocher, il faut au moins dire la vérité historique aux gens, d'où proviennent tous ces biens qui seront vendus. Ils proviennent des pillages qui ont été faits dans la période de pénétration coloniale par l'armée française et par les officiers français. Alors tel que c'est présenté, on parle de prise de guerre, quoi. Et là, c'est le deuxième scandale. Vous voyez, le deuxième scandale, c'est que, comme Bala a lu tout à l'heure, la version officielle est la suivante. Le roi Béhanzin et tous les autres, les Samori Touré, tous les autres résistants, le Mbabi Sogo au Cameroun, les Kouma Mbappé, on nous présente tous ces résistants à la colonisation comme si c'était des menteurs. Donc vous pouvez par exemple lire la suite de... L'expédition du commandant Thérillon en 1890 eut pour épilogue le traité du 3 octobre 1890 par lequel Béhanzin reconnaissait le protectorat français sur Porto Novo. Il est mentionné donc ici que Béhanzin viola la parole donnée. Voilà. Donc vous voyez qu'on justifie la prise de guerre par le fait que le roi Béhanzin, en l'occurrence, s'était opposé à l'installation des Français. Est-ce que cette façon de présenter l'histoire est vraiment la meilleure? Et ça nous choque ici à Nantes. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans les villes de France, Nantes est la ville où on crée la rue du Dahomey. Dès le début de cette guerre, il existe à Nantes un boulevard du Dahomey qui a été créé pour le financement de cette guerre. Vous verrez que c'est une Nantaise qui a essayé de défendre la thèse en écrivant le livre sur le père d'Orgère. Donc c'est particulièrement choquant aujourd'hui qu'on revienne encore sur une version de l'histoire qui est celle des pseudo-vainqueurs et qu'on reproche à Béhanzin, y compris à tous les résistants à la pénétration coloniale, de n'avoir pas respecté les espèces de pactes. Deuxième argument qui nous révolte encore plus, c'est que vous allez voir que cette notion de prise de guerre qui consiste à dire que oui, vous les Africains, vous n'avez pas de parole,
vous n'avez pas respecté votre parole, donc on vous a fait la guerre, vous avez perdu la guerre, et nous avons donc rasié tout votre patrimoine. Ça, cette version-là ne passe pas partout. Sinon, pourquoi dans cette exposition, on se retrouve avec des objets qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Niger, qui viennent du Soudan, qui viennent du Sénégal? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans tous ces pays, quels sont les traités qui n'ont pas été respectés? Alors, la vérité, il faut la dire à tout le monde. C'est qu'à partir de 1885, les Européens ont créé des traités entre eux, notamment à Berlin, où ils se sont assis entre eux sans aucun Africain pour prendre des décisions, pour créer des traités. Et lorsqu'ils sont repartis en Afrique pour essayer de les imposer aux Africains, il y a eu résistance. Le roi Béhanzin, Samori Touré, Ongba Bissogo et tout ce monde-là ont-ils eu ou non eu raison de refuser ces traités? Et le troisième argument, parce que... Alors juste pour la compréhension de tous, c'est qu'on est en période de la conférence de Berlin, donc 1885, et la première réaction d'opposition de Béhanzin se fait 4 ans après. Voilà, en gros. Se fait 4 ans après. Et vous verrez d'ailleurs que dans leur argumentation, là, ceux qui vendent cette histoire à Nantes, ils accusent par exemple qu'on n'a pas respecté le traité franco-allemand et le traité franco-britannique. Mais bon sang, comment voulez-vous que les Africains, qui n'ont même pas été concertés sur ces traités-là, juste acceptent de les respecter les yeux fermés? Donc c'est tout à fait normal que nos ancêtres soient révoltés. Et vous allez voir, et c'est mon dernier argument, dans le cas du Congo, puisqu'on nous présente la collection de Savorian de Brazza, vous allez voir la supercherie qui existe sur cette affaire. La collection dont il est question aurait été faite entre 1875 et 1878. Alors je veux bien qu'on me montre quel était le traité que n'auraient pas respecté les Congolais. À ce moment-là, il n'en existait pas, puisque le premier traité entre Savorian de Brazza et le Makoko Bateke a été fait en septembre de 1880. Et il a été ratifié par le gouvernement français, Yves Grévy, en 1882. Alors, vous n'allez pas me faire croire que les Congolais ont été punis pour avoir fait la guerre, pour ne pas respecter un traité qui n'existait pas encore. Ouais, il y a de nombreuses aberrations dans cette façon de présenter les choses, de dire qu'il s'agit des prises de guerre. Il ne s'agit pas des prises de guerre, il s'agit des rapines. Est-ce que nous ne pouvons pas considérer, parce que là, il s'agit d'une deuxième vente. Il y avait une toute première vente qui s'est faite en 2016, oui. C'est bien ça? Oui. Et toutes ces ventes qui se font de manière très rapide à l'heure actuelle, est-ce que ce n'est pas dû au fait que ce dossier ait été ouvert par rapport à la restitution des biens mal acquis? Mais évidemment, évidemment. Vous savez, chacun a sa stratégie. Et moi, je comprends que le monde de l'art, le marché de l'art, est la sienne. Et en discutant avec eux, je les comprends d'autant plus qu'ils n'ont pas été vraiment consultés par rapport au rapport Felwine-Sarr. Donc, jusqu'ici, par exemple, à Nantes, nous, on a travaillé avec les musées publics. Tous les musées publics travaillent avec nous, avec les institutions comme l'Église catholique, à travers la Société des missions africaines, et y compris même l'armée nous a reçus, nous a montré un certain nombre de choses, et évidemment avec aussi des collectionneurs privés. Mais le marché de l'art dit qu'il ne se retrouve pas dans le deal qui est en train d'être fait entre les États. Donc, M. Macron ayant résolu du principe, parce que ce n'est qu'un principe aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui tomberont des nues le jour où la surprise va arriver. Si on se croise les bras et qu'on ne fait rien, en espérant que oui, les choses vont se faire toutes seules. Ce n'est comme ça que ça se fait. Et l'acte qui se fait aujourd'hui à Nantes n'est pas le fruit du hasard. Tu fais bien de rappeler qu'en 2016, souviens-toi, ils nous avaient fait le coup, alors que nous étions en train de faire
la semaine, les journées européennes du patrimoine. Parce qu'à Nantes, l'Afrique participe à ces journées-là. En 2016, nous n'avons pas réagi parce qu'on a appris la chose pratiquement au moment où elle se faisait et parce que nous, on était dans un agenda beaucoup plus calme. C'est-à-dire que le Bénin venait juste de demander de servir de cheval de Troie et le Bénin, souvenez-vous, était à Nantes. Nous n'avons pas été vigilants, ça je l'avoue, en 2016, et la vente a pu se passer tranquillement. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Cette fois-ci, les choses ont changé. Nous n'allons plus nous laisser faire. Nous ne sommes pas des violents. On va gérer ça de façon à ce que les comportements changent. Est-ce que ça dépasse un peu Nantes, cette histoire? Parce qu'on sait qu'il y a eu un renforcement des rapports entre la ville de Nantes et Ouidah, en fait, récemment, il y a un an. Et il y a beaucoup de projets d'ailleurs qui émergent autour des cultures du Bénin à Nantes. Et ils sont bien au courant de cette vente. Est-ce que ça les dépasse? Et au-delà de Nantes, c'est comment? Je crois qu'il faut leur poser la question, les politiques locales. Évidemment que ça dépasse le cadre de Nantes. C'est le choix qui fait mal. C'est-à-dire que ça se passe à Nantes. Y compris même pour le patrimoine. S'il y a un pays dont nous connaissons les liens et les cachettes du patrimoine ici à Nantes, c'est le Bénin. Et là, on vient de nous ajouter l'Afrique centrale. Je ne pense pas que les Nantais soient vraiment au cœur de cette affaire. C'est vrai que c'est des antiquaires nantais qui mènent cette opération, mais ils le font beaucoup plus pour leur business. Mais la chose qui nous énerve le plus, qui fait mal à nos enfants, et même à la société française, c'est vraiment la façon légère de traiter l'histoire. Vous voyez, leur communication, les 2 premières pages, sont vraiment ridicules. Alors, j'en profite pour dire, par exemple, qu'est-ce qui est choquant, notamment pour les jeunes. Regardez le titre de la vente. Il s'agit d'un ensemble d'armes. Exceptionnel ensemble d'armes courtes africaines. Voilà. Maintenant, si vous regardez les photos de ces armes-là, vous allez voir qu'il y a un peu de tout là-dedans. C'est-à-dire que vous avez des ustensiles de cuisine, vous avez des outils agricoles, et j'ai même trouvé là, il y a une hachette de chez moi, au pays Ekan, qu'on appelait au Vonkouma, qui est là, et qui servait aux chefs et à la médecine. Parce que nous, on est des hommes de la forêt, il fallait la hache pour aller prendre les écorces des arbres, et donc c'était des haches très bien sculptées. Et ça se retrouve comme arme. Alors imaginez-vous aujourd'hui que si par extraordinaire, nous en France, on est envahi par un colonisateur qui nous demande de rendre tous nos objets coupants. Eh bien, nos lames de rasoir vont être considérées comme des armes, les seringues des infirmières, les scalpels des chirurgiens, les houes, les herses des tracteurs. Donc, vous comprenez donc comment le mal qui a été fait, d'abord à l'économie de la métallurgie, ensuite à l'agriculture et aussi à la médecine. Donc, c'est tout l'ensemble de l'économie et de la productivité qui a été ralenti à cause de cette prédation-là. Et qu'on ne vienne donc pas nous dire aujourd'hui, comme on l'a lu quelque part il n'y a pas très longtemps, que la colonisation n'a laissé que des bienfaits chez nous. Vous allez regarder aussi dans la collection qui nous est vendue, des objets, des armes qu'on nous présente comme des armes, mais qui sont des objets rituels. Et les experts comprendront que l'Africain est censé être spirituel, magicien, et qu'on ne combat pas qu'avec des machettes et des couteaux de cuisine. Donc, et vous remarquerez dans cette collection quel est l'objet, le bien qui a la meilleure enchère, entre 8 000 et 12 000 euros. Alors c'est une pièce exceptionnelle qui ne donnerait pas l'impression d'une arme. Voilà. Cette vente aux enchères, je crois qu'elle tombe même à pic pour remettre les choses au niveau populaire. Parce que jusqu'ici, c'est un débat d'experts qui parlent sur le plan juridique
l'aliénabilité du patrimoine dans les musées nationaux, la libéralisation de la vente, ainsi de suite. On n'a que des politiciens qui s'expriment là-dessus. Maintenant, le débat arrive au niveau populaire. Et j'ai peur que les salles de vente aux enchères ne deviennent, à partir de samedi prochain, des lieux de débat. Parce qu'à partir du moment où nous, on n'a pas parole ailleurs, eh bien, on va aller parler là où on nous provoque. Donc, nous avons, et quand je dis nous, ce n'est pas que les Africains, c'est l'ensemble de cette société. Je vous ai dit que j'ai réagi d'abord comme un grand-père. Donc, nous irons donc porter la contradiction tout en respectant ceux qui ont une vision de l'histoire dans des nouveaux lieux. Jusqu'ici, on n'avait pas vu, je n'en sais pas si ça existe, des salles aux enchères qui deviennent des joutes, des prétoires. Donc, on respecte le point de vue de chacun, mais qu'on nous laisse aussi la possibilité de donner le nôtre. Alors, Thomas Bouli, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2015, depuis que l'Afrique s'est invitée par le biais du Centre de ressources Afrique-Loire aux Journées européennes du patrimoine, nous avons appris énormément de choses. Lors de la préparation de cette interview, tu nous avais parlé des enjeux de ce combat. Est-ce que tu peux nous apporter plus d'éclairage sur les enjeux au niveau de la restitution, au niveau de la valorisation et au niveau de la conservation? Oui, c'est des termes qui apparaissent un peu techniques, mais je crois qu'il faut les mettre à la portée de tout le monde. La restitution, c'est ce qui concerne, comme son mot l'indique, replacer un certain nombre de choses sur leur lieu de provenance. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, avec l'entrée en scène fracassante du monde du marché de l'art, c'est que on est dans la dispersion et dans la disparition de ces collections. Et cela veut dire qu'on ne pourra pas restituer ce qui est disparu. Donc, en vendant aux enchères, on redonne dans la population des éléments qui sont querellés, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est des prédations coloniales par l'armée, et reconnues comme telles, et qui devraient faire partie du premier contingent des œuvres qui doivent retourner en Afrique, en dehors des momies, des squelettes, des matériels humains qui est ici. Donc, le premier enjeu pour nous et pour tout le monde, c'est que la restitution ne va pas se faire dans ce domaine privé, parce que tout sera disparu. Le deuxième enjeu, c'est au niveau de la valorisation. Parce que les Africains, et j'en parlerai peut-être un mot tout à l'heure, ne revendiquent pas tout. Il y a ce qu'on appelle le patrimoine déduit. Il y a aussi le patrimoine produit, c'est-à-dire que la France a produit des éléments à partir de l'inspiration africaine. On ne va pas demander à la France de nous restituer ce que les Picasso, les autres ont fait. Par contre, on voudrait que tout cela soit valorisé. Or, là aussi, comment apprendre à nos enfants à aller dans les musées? Par exemple, à Nantes, nous sommes en train de monter un projet d'exposition Afrique à Nantes, où tout le monde est invité à aller au musée des Arts, au musée Jules Verne, pour découvrir la réalité de la présence africaine artistique dans ces lieux-là. Donc, nous perdons donc, et ça c'est l'intérêt de la diaspora, puisque la restitution concerne les États africains. Tandis que la valorisation, c'est la mission de la diaspora. Alors je ne vous rappelle pas Fanon, qui a bien précisé que chaque génération doit découvrir sa mission, même si on est dans une relative opacité. Le troisième point dont tu parles, c'est-à-dire la conservation, n'est pas directement impacté en termes d'art, mais sur le principe, je le vois très attaqué. Vous savez qu'il y a le problème des archives, dont personne ne parle, mais qui sont aussi au centre du débat qui est à l'heure actuelle. Par exemple, la colonisation de l'Afrique occidentale française à partir de Dakar. Donc, toutes ces archives, que ce soit Aix-en-Provence ou même les archives diplomatiques qui sont en grande partie ici à Nantes, donc,
on allait profiter du débat actuel pour régler définitivement une posture de cogestion, c'est-à-dire de meilleure conservation de ça. Et c'est tout ça qui constitue l'enjeu aujourd'hui. Parce que le comportement guerrier qui est en train de se mettre en place va nuire au dialogue. Et ceux qui ont intérêt à ce que le dialogue ne se tienne pas, ce ne sont pas les Africains. Au contraire, les Africains, nous voulons que tout se passe bien. Et la diaspora, comme je l'ai dit, nous sommes dans une posture, je ne dirais pas totalement d'intermédiaire, puisqu'on a quand même... Mais on n'est pas dans une posture de guerre. On n'est pas dans une posture de guerre, puisque nos enfants qui vivent ici reçoivent tous les jours le reproche de savoir qu'est-ce que vous avez apporté en France. Alors que là, ils ont 120 000 objets dans les musées, les musées publics. Ils sont capables de dire que voilà, les noms des rues, les noms des châteaux, tout un tas de choses qui ont été faites ici au nom de l'Afrique, les inspirations des peintres, des écrivains, ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est donc, on est en train de voir s'écrouler tout ce rêve-là. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous réagissons de la façon dont nous réagissons. C'est-à-dire que nous allons profiter, à défaut d'empêcher la vente aux enchères, nous allons profiter de cette occasion pour aller visiter l'exposition des objets. Donc, ceux qui ont décidé de le faire dans une maison de vente aux enchères, j'espère qu'il faut qu'ils s'attendent désormais à ce que, à chaque fois qu'il y a du monde qui vienne visiter, et qu'il y ait même des gamins qui viennent découvrir leur patrimoine, avant qu'ils ne soient dispersés dans la nature. Ça va gêner un peu, mais je crois que ça fera réfléchir. C'est pour cela qu'il faut que ceux qui démarrent à Nantes là servent de leçon à tout le monde. Et au-delà de l'émotion, nous viendrons aussi avec nos regards scientifiques, avec nos regards politiques. On n'a pas peur de dire qu'on fait de la politique sur cette affaire-là. Et puis nos regards émotionnels. Il y a des objets que on risque de passer toute une vie sans les approcher. Les trois enjeux, il ne faut pas les perdre de vue. La question de la restitution, c'est les États africains. Or, ce n'est pas le lieu de critiquer mordicus les États africains, mais ils sont dans un rond-rond. C'est-à-dire qu'ils se préparent chacun de son côté, dit voilà, moi je veux tant d'objets, alors qu'il était question qu'ils se retrouvent tous même à Dakar, puisqu'il y a un musée qui a été fait dans cette perspective-là, qui se retrouvent et qui mettent, ils accordent leur violon avant de venir discuter avec les Européens. Donc les États africains, vous n'allez pas les entendre sur ce combat. Mais nous soutenons la restitution, mais la restitution juste. Mais tandis que nous allons continuer à nous battre pour la valorisation. Ça c'est clair que tout le boulot que nous on fait ici, à Nantes, et qui est connu, on a accueilli des gens de Bruxelles, on a fait des conférences à l'université, des colloques ici, on ne s'en vante pas, on ne parle pas beaucoup, on agit. Et puis maintenant la conservation, ce qui ne pourra pas partir en Afrique, ou qui ne pourra pas partir tout de suite, il faudrait bien que ça soit conservé quelque part et que ce soit accessible.